Bonjour, bienvenue, nouveau numéro de Megatrend sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle, parce qu'on vit l'histoire au jour le jour, de ce réveil européen face au désengagement américain qui est en cours. Bonjour Damien Mariette. Bonjour. C'est être avec nous sur Boursorama, gérant thématique chez CPRM. On a, encore une fois, on vit l'histoire, on a des dirigeants européens, on a bien compris qu'ils sont contraints d'adopter une nouvelle stratégie de défense face d'un côté à cette menace russe et de l'autre Donald Trump qui met à mal, pardon de dire comme ça, l'alliance transatlantique. Oui, aujourd'hui là. Oui, tout à fait, effectivement. Le contexte, vous l'avez mentionné, donc il y a une guerre aux portes de l'Europe et puis on a possiblement un désengagement américain à la fois sur le conflit qui a lieu et puis sur un potentiel envie pour les Américains de se refocaliser plutôt sur le Pacifique plutôt que sur l'Europe. Donc ça ne laisse pas d'autre choix aux Européens que de reprendre la main sur la partie de sécurité en Europe. Et donc ça passe par le fait d'accroître significativement les dépenses militaires. Voilà, ça c'est l'accélération de l'histoire, un réarmement européen, militaire mais pas seulement, qui paraît engagé. D'ailleurs, quand on pose la question aux Français, les Français ils sont favorables à ce réarmement militaire. Je pense que c'est naturel qu'on ait tous envie d'être protégés. Et c'est le rôle des États et c'est le rôle de l'Union européenne que de protéger ses citoyens. Ouais, sachant que l'objectif, c'est de réduire notre dépendance ou la dépendance européenne vis-à-vis de l'extérieur et pas seulement sur des questions de défense, mais pas seulement aussi. Hein. Non, pas seulement sur les questions de défense. Effectivement, l'Union européenne fait face à de nombreuses dépendances vis-à-vis de l'extérieur. On a tous en tête l'énergie, hein, puisqu'aujourd'hui... c'est pas nouveau, ça fait maintenant un moment qu'on en parle. Ça fait quelques années, effectivement, mais c'est un sujet, c'est un temps long, hein, là aussi, parce qu'il a fallu trouver des sources d'approvisionnement différentes de celles en provenance de la Russie. Donc essentiellement, ça venait des Émirats arabes unis, du Qatar ou des États-Unis sur la partie de gaz, mais on a dû monter des stations de liquéfaction à côté d'installations portuaires pour être capable justement de retraiter ce gaz en provenance d'autres pays. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'Union européenne a un gros programme qui s'appelle le EU Green Deal, simplement sur le fait effectivement de développer significativement les énergies renouvelables pour réduire sa dépendance à la fois aux énergies fossiles et aux énergies fossiles qui proviennent d'autres pays que des pays de l'Union européenne. Ouais, et ce que fait la Commission, il faut quand même parler de ce qui se passe en Allemagne parce qu'on vit aussi une révolution, en tout cas une remise à plat des dogmes, notamment budgétaires, avec ce plan d'investissement. Alors on jongle avec les milliards. On est sur 900 milliards d'euros présentés par l'Allemagne. C'est une rupture dans l'orthodoxie, encore une fois, budgétaire. Sur les 900 milliards, il y en a pour les infrastructures, mais il y en a aussi notamment 400 milliards pour la défense. 400 milliards pour la défense, 500 milliards pour les infrastructures, le logement et l'énergie. Donc il y a un vrai plan de relance de l'Allemagne sur son pays, sur son territoire, qui va effectivement doper la croissance allemande, qui va aussi avoir des effets ricochets sur ses principaux partenaires commerciaux, dont l'Europe fait partie, et dont plusieurs pays européens font partie, dont la France par exemple, ou encore la Pologne. Ouais, après, encore une fois, on le sait, il y a eu des décennies de sous-investissement et la réponse se fait aussi à l'échelon européen, puisque l'Europe nous a parlé d'un plan à 800 milliards d'euros, notamment pour muscler, et surtout pour muscler sa défense. On se dit 800 milliards, c'est hyper ambitieux, il faut gratter un petit peu l'argent frais, c'est plutôt 150 milliards, notamment sous forme de prêts. Enfin, oui, alors il y a 150 milliards effectivement qui vont prendre la forme de prêts en provenance de l'Union européenne. Après, en fait, ce qui se passe, c'est que l'Union européenne donne la possibilité aux États membres de pouvoir augmenter jusqu'à 1,5% de leurs dépenses militaires sans que ce soit pris en compte dans les calculs d'endettement. Et donc c'est pour ça que ça permet d'arriver jusqu'à 800 milliards si chacun des pays au sein de l'Union européenne décide d'utiliser cette possibilité de recours à un endettement. Mais maintenant, ce 800 milliards, c'est un chiffre important, mais il est à mettre au regard au sous-investissement qui a été fait depuis la chute du mur de Berlin. De 1991 à 2022, on estime qu'il y a environ 2000 milliards de non-investissement ou de sous-investissement fait par l'Union européenne, puisque globalement, les dépenses militaires ont été réduites d'année en année, et finalement, il y a quasiment aucun pays dans l'Union européenne qui a atteint les objectifs de l'OTAN en termes de dépenses militaires sur les 30 dernières années. Mais globalement, ce plan repose sur les États membres. Sur les États membres. Ça reste une avancée, mais il n'y a pas d'emprunt commun européen, et donc ce sera à chaque État membre en fonction de l'état de ses finances publiques, de sa capacité à s'endetter. Les Allemands ont plus de capacités que nous, on vient de le voir au travers de ce plan.
de financer cette montée en puissance des dépenses de défense. Après, il ne faut pas oublier aussi que les dépenses militaires, il y a des pays qui peuvent le faire plus facilement que d'autres, effectivement parce qu'ils ont des capacités budgétaires plus importantes. Puis il y a des pays aussi qui ont déjà des sociétés à l'intérieur de leur territoire. La France est par exemple un pays qui a une base militaire forte en termes de production industrielle. On est le deuxième exportateur mondial en termes de dépenses militaires, de matériel militaire derrière les États-Unis. L'Allemagne a aussi un tissu industriel très fort. C'est malheureusement un peu moins le cas dans d'autres pays. Et donc ça va prendre du temps pour que les États membres développent leurs industries locales de défense. On voit au passage ce renforcement du lien ou de l'axe franco-allemand avec un alignement d'intérêts qui est plus favorable, notamment sur les questions de défense. Tout à fait, mais je pense que effectivement, vous l'avez mentionné, la relation, le couple franco-allemand semble reprendre de la vigueur, et ça c'est toujours très bon de toute façon pour l'Union européenne. Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer, parce qu'on voit bien les intentions, les annonces rapides, relativement massives de l'Europe et des États membres, mais comment tout ça va ou peut se concrétiser dans un délai qui soit raisonnable, ou en tout cas rapide? On sait que l'Europe reste lente dans l'action et la décision et dans l'action. Alors de toute façon, ces plans, ils s'inscrivent dans un temps long, on n'aura pas d'impact sur les plans de défense, on n'aura pas d'impact sur les chiffres d'affaires des entreprises avant 2-3 ans, puisque de toute façon, le chiffre d'affaires qui va être réalisé cette année, il est déjà dans les carnets de commandes des entreprises, donc il n'y a pas d'impact à court terme, mais il n'y a pas d'impact de toute façon, à chaque fois, à court terme, sur les plans de relance européens. On reprend un peu, il y a 3 ans maintenant, l'Europe avait lancé le CHIPS Act. Donc pour rappel, l'Union européenne consomme 20% des semi-conducteurs produits mondialement, alors qu'elle n'en produit que 9% sur le territoire européen. Et donc on avait créé ce CHIPS Act, 42 milliards d'euros à disposition des sociétés pour des relocalisations ou des expansions de chaînes de production en Europe. On a eu par exemple la société française ST Microélectronique qui a effectivement créé un site en 2023 pour un peu plus de 8 milliards d'euros d'investissement, dont 3 milliards d'euros sont venus du CHIPS Act. Donc c'était un site qui est en joint venture avec Global Foundry. L'année dernière, ils ont annoncé en Italie, en Sicile, un programme d'investissement de 5 milliards d'euros pour une unité de carbure de silicium qui va être financée à hauteur de 2 milliards d'euros par le CHIPS Act. Donc le CHIPS Act, il y a maintenant plusieurs années qu'il a été créé. C'est maintenant qu'on voit maintenant seulement effectivement les projets prendre forme. C'est dès maintenant qu'on voit, on finit là-dessus, déjà l'impact en bourse pour le secteur de la défense qui évidemment est euphorique. Effectivement, malheureusement, à cause de ce qui se passe en ce moment. On espère tous qu'il y aura un cessez-le-feu le plus rapidement possible. Néanmoins, le cycle de la défense est parti pour durer, puisqu'on a besoin d'investir significativement dans nos capacités de production pour les décennies à venir. Voilà l'explication signée Damien Mariette, gérant thématique chez CPRAM. Merci. Merci beaucoup. Et Megatrend revient dans quelques jours sur Boursorama.